Salut les dieux à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors pour cette troisième vidéo et dernière de la semaine toscane, j'ai eu un énorme raté. En fait cette vidéo je l'avais tournée dans le jardin Bomboli à Florence et je me suis rendu compte une fois revenue en France que j'avais juste oublié d'appuyer, je crois, sur le bouton play pour certaines parties de la vidéo, si bien que je n'avais plus que la moitié de la vidéo, et donc du coup je me suis dit que c'était juste inexploitable. Donc il fallait refaire, mais en appartement, la vidéo, ce qui est un peu moins sympa, mais bon. J'avais vraiment envie de vous parler de notre héroïne du jour, qui est vraiment une très très grosse figure de l'histoire de la Toscane. D'ailleurs son nom c'est Mathilde de Toscane. Donc écoutez, on va faire avec, et j'espère que ça va quand même vous plaire. C'est parti. Donc Mathilde, c'est la fille du marquis Boniface III de Toscane, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son enfance est très compliquée. Son père meurt assassiné en 1052, sa grande sœur aussi meurt dans des circonstances un petit peu bizarres, et son frère aussi va mourir. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment est mort son frère, mais il semblerait qu'il soit mort indirectement à cause de l'empereur Henri III du Saint-Empire romain germanique. Et ça ne va pas arranger les choses parce que la relation entre la famille de Toscane et le Saint-Empire romain germanique sont compliquées. En fait, normalement, Béatrice, la mère de Mathilde, est vassale de l'empereur. Sauf qu'elle va se remarier avec Geoffroy des Ardennes, qui était un opposant à l'empereur, et elle va se marier sans son consentement, ce qui était normalement interdit vu qu'elle était son vassal. Donc du coup, Henri va les capturer, va les emprisonner, Béatrice et la jeune Mathilde, et elles ne seront libérées qu'à la mort d'Henri. Donc autant dire que les relations n'étaient pas géniales. Donc voilà que Mathilde est l'unique héritière de la Toscane. Alors heureusement, elle n'est pas dépourvue d'armes au sens propre comme au sens figuré, puisqu'elle va avoir une excellente éducation, et on va aussi l'initier à l'art militaire. Et elle va en avoir besoin, parce qu'elle va vraiment s'impliquer corps et âme dans la politique italienne. Elle va notamment beaucoup s'investir dans ce qu'on appelle la querelle des investitures. Alors, en gros, la querelle des investitures, pour résumer, c'est un conflit qui a opposé le Saint-Empire romain germanique et la papauté de 1075 à 1122. Donc en fait, les souverains, jusqu'en 1075, avaient pris l'habitude de nommer, donc de donner l'investiture eux-mêmes aux évêques et aux abbés. Et ça va vraiment déplaire à la papauté qui va vouloir leur prendre ce droit. Et ce qui peut paraître un petit peu anodin, enfin pas très important comme conflit, en fait ça va totalement dégénérer et ça va vraiment gangréner la politique en Italie et dans une partie de l'Europe jusqu'au XIIe siècle. Bon, compte tenu du passé de Mathilde avec le Saint-Empire romain germanique, vous en doutez bien, elle va prendre le parti du pape Grégoire VII. En fait, elle va être le bras armé de Grégoire. Elle va payer des miliciens pour assurer la sécurité du pape. Et elle va vraiment devenir une actrice majeure de la politique italienne. Donc en 1077, l'empereur Henri IV, donc le fils de celui qui avait emprisonné Mathilde et sa mère, va être excommunié par le pape. Et il va se rendre à Canossa, donc dans le château de Mathilde, pour demander pardon au pape, après soi-disant avoir attendu 3 jours les pieds nus dans la neige, que le pape daigne lui pardonner. Bon, autant dire que les deux parties, Mathilde et l'empereur Henri, ne s'entendent pas du tout. Il y a eu énormément d'histoires entre eux. Henri a voulu prendre la Toscane à Mathilde. Mathilde a manipulé le fils d'Henri, Conrad, pour que celui-ci se dresse contre son père. C'est bien que Conrad va être exilé et Henri va devoir choisir un autre successeur parmi ses autres fils. Enfin bref. Bon, et Mathilde, c'était pas qu'une chef de guerre, c'était aussi une excellente souveraine et administratrice. Il faut dire qu'elle était très très riche et ça aide. Mais elle était quand même moderne. Par exemple, c'est la première souverain d'Italie à avoir fait construire dans son domaine des ponts en pierre depuis la chute de l'Empire romain. Elle va aussi construire plusieurs châteaux et églises. Et elle va continuer à se battre, et ce même après la mort du pape Grégoire VII. Donc elle va soutenir son successeur, Victor III. Donc Henri, lui, va nommer ce qu'on appelle un antipape, Clément III. Alors elle va gagner certaines batailles, elle va en perdre d'autres. Et sa plus grosse victoire, ce fut en 1082,
des Lombards, donc des alliés d'Henri, vont assiéger son château de Canossa et elle va parvenir à les battre. Et d'ailleurs, ça va jaser dans le camp d'Henri, parce que ses partisans vont dire que c'est pas normal qu'une femme dirige elle-même les armées. Alors, le pape avait demandé à Mathilde de se marier, enfin se remarier, vu qu'elle avait déjà été mariée avant, mais le mariage avait été un naufrage. Et du coup, elle va dire ok, mais du coup, elle va épouser un jeune homme de 17 ans totalement manipulable pour qu'en gros, il la fasse pas chier, pardonnez-moi l'expression, et lui permettre de continuer à s'occuper de ses affaires politiques. Et donc du coup, les partisans d'Henri vont dire que c'est contre le droit canon, ça, qu'une femme dirige une armée. Et donc les soutiens du pape et de facto de Mathilde vont dire que certes, une femme n'est pas censée diriger des armées, sauf dans le cas d'une guerre sainte. Et comme Henri était pour le pape l'antéchrist, et c'était une guerre sainte que menait Mathilde, et que donc elle avait parfaitement le droit de prendre les armes. Et oui, ça nous prouve bien que la théologie n'est pas une science exacte et que c'est toujours très facile de relire les textes à notre sauce. Et donc, du coup, Mathilde va continuer à guerroyer jusqu'à sa mort. Et à la fin, elle va vraiment contribuer grandement à la richesse de la papauté, puisque n'ayant pas d'héritier, elle n'avait eu qu'une fille qui était morte en bas âge. Elle va léguer toute sa fortune au pape. Et pour vous dire à quel point Mathilde a compté dans l'histoire de la Toscane et de l'Italie, sachez qu'en 1632, donc sa dépouille a été déterrée et a été envoyée à la basilique Saint-Pierre, donc au Vatican, pour y être inhumée. Et elle va être la première femme à avoir le privilège d'être enterrée à la basilique Saint-Pierre à Rome. Et sinon, s'agissant de la querelle des investitures, celle-ci s'est achevée en 122 au profit du Vatican. Et donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je m'excuse, le cadre n'est pas très exotique, on est loin des beaux jardins de Florence. Mais bon, ça m'apprendra à utiliser un smartphone. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette série toscanaise. Et là, on va reprendre un rythme de vidéo un peu plus normal sur des sujets un peu plus divers. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un tour du monde des badass. Et j'aimerais beaucoup en septembre aussi faire une vidéo sur un livre que j'ai commencé à lire, un sujet très original. Franchement, si vous trouvez quelqu'un sur YouTube, même le YouTube anglais, qui a fait une vidéo sur ce sujet, mais bravo, parce que moi, je suis certaine que ça n'existe pas. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et écoutez, bonne semaine.